Ça y est, c'est officiel avec la hausse des prix de l'essence. Les gens recommencent à se poser la question, ah mais finalement, pourquoi pas une voiture électrique, ça ferait faire quelques éconocroques. Eh oui, c'est logique d'une certaine façon. Oui, on a tous un rapport à notre véhicule assez différent et qui nous est propre, c'est normal. Alors finalement, pourquoi acheter une voiture électrique ? Bon, personnellement, je suis pas voiture électrique moi-même, mais on va faire en sorte de rester impartial, et parce qu'il faut dire qu'il y a des très bons trucs en faveur de la voiture électrique et des trucs vraiment pas terribles. Donc on va passer tout ça en revue, toutes les alternatives. Et voilà. Est-ce que c'est de l'escroquerie ? Parce que finalement, on a plein de pétrole encore, on en découvre toujours plus et on n'est pas près de manquer. Et les véhicules électriques sont beaucoup plus polluants à produire. Alors, est-ce que c'est aussi une question de prix ? Voilà, alors là, ça dépend, parce que on y reviendra, mais les véhicules électriques pas chers, sont dégueulasses et ne servent vraiment à rien. Et les chers sont pas très significatifs. Comment dire, sont pas très cohérents, quoi. Parce que pourquoi s'acheter une voiture électrique hyper chère pour après dire je fais trois économies en la rechargeant chez moi? Bof. Allez, un peu d'histoire. Les débuts de la voiture électrique, c'est fin 19e. Oui, on a tous tendance à penser que les choses viennent de notre vivant, mais non. Fin 19e, il y a eu une période, avant que la voiture à essence ne se démocratise, où il y avait plus de voitures électriques que de voitures à pétrole, oui. Ça a été rapidement abandonné, car pas d'infrastructure et autonomie faiblarde. Bon, évidemment, autonomie, d'accord. Pas d'infrastructure, oui, c'est à peu près les problèmes qu'on a maintenant, quoi. Hein. Il y a eu aussi évidemment la montée en puissance de Ford et d'autres marques comme ça, qui sont arrivées avec la grosse industrie basée sur l'essence. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on fait pas pareil aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'on laisse pas tomber les voitures électriques, vu qu'on a à peu près les mêmes soucis, c'est-à-dire autonomie plus ou moins faible et infrastructure pas terrible, hein. Eh oui, tout ça c'était les voitures électriques de l'époque, enfin on va dire du tout début du XXe siècle. Et là on voit même d'ailleurs le système pour se brancher dans son garage et tout. C'était à peu près comme maintenant, à une virgule près, hein. Quels sont les problèmes finalement par rapport aux véhicules électriques ? D'abord il y a l'écologie, évidemment. Les terres rares sont un truc qui est maintenant essentiellement chinois. Enfin, avec les derniers développements au Venezuela, ça va devenir un petit peu américain aussi, mais jusqu'à présent, il y avait quasiment que la Chine qui trustait 80% du traitement de ces terres rares. Alors, c'est aussi parce que eux ne se posent pas de questions quand beaucoup de pays européens, Amérique du Nord et compagnie disent oui, mais on veut pas massacrer les paysages, euh, on veut pas creuser trop parce que c'est mauvais pour l'environnement, ceci, cela. Les Chinois ne se sont pas posé la question et ont réussi à truster 80% du traitement des terres rares. Voilà. Il y a le fait que pour faire 1 kilo de minerai qui est utile pour les batteries, il faut souvent sortir des centaines, voire des milliers de tonnes de terre. Donc, ceux qui vous disent moi, c'est une question écologique, le respect de la nature et tout ça, c'est des grosses conneries. Il y a l'autonomie des batteries qui pose un problème aussi. Un problème qui a récemment tendance à s'arranger un petit peu. Il faut voir qu'il y a tellement d'investissements sur ces batteries que ça va finir par être intéressant. Et si un jour, j'espère que ça viendra pas tout de suite, ça devrait pas, on n'aura plus le choix que d'acheter des voitures électriques, il faut que ça fasse minimum 1000 km. Sinon, ça ne sert à rien. Où est l'intérêt si on ne peut pas faire 1 millier de bornes avec une charge complète ? Alors, les Chinois ont tendance à sortir maintenant des véhicules électriques qui sont amenés, à mon avis, à avoir un succès fou parce qu'ils sont très beaux, enfin très beaux, beaucoup plus beaux qu'une Tesla, par exemple,
qui sont ultra performants en termes de vitesse et d'autonomie, et qui, bien sûr, sont pas chers. Parce que si vous avez le choix à 25 000 euros, disons, d'acheter une Zoé qui fait 160 bornes en début de carrière et plutôt 90 bornes quelques années plus tard, eh ben c'est un petit peu bidon par rapport à un SUV chinois qui, pour le même prix, est 10 fois plus beau, 10 fois mieux équipé, 10 fois mieux fini, avec des performances fantastiques. Et voilà, bon, évidemment, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus, mais malgré tout, ça va compter. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Amérique du Nord, au grand complet, disons, a vraiment mis un stop aux véhicules électriques chinois. Bah, sinon, c'est la fin de Tesla et compagnie. Hein. Eh oui, ils assurent ces Chinois. Donc, c'est le Canada et c'est Vancouver. Donc ici, entre les bobos et compagnie, tout le monde se trimballe en voiture électrique. Il y a minimum 20% de bagnoles électriques. Elles sont pas toutes aussi cool que celle-là. Hein. Il y en a, là derrière moi, on voit une Tesla. Là, il y a plein de trucs comme ça. Quelques endroits du monde, c'est-à-dire l'Europe administrative, quelques États d'Amérique du Nord, c'est-à-dire ici en Colombie-Britannique et en Californie, sont pour le tout électrique à l'horizon 2035. On est mort de rire parce que c'est ridicule, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas du tout assez d'électricité qui est produite pour ça. Donc le gros truc, c'est que après toutes les conneries, après la culpabilisation, comme quoi, ouais, si vous roulez pas en bagnole électrique, vous êtes un monstre. Après l'obligation, soi-disant, de passer au tout électrique en 2035, il y a énormément d'acteurs significatifs qui font marche arrière sur l'électrique. Aujourd'hui, la grosse nouveauté, effectivement, c'est que on a des marques significatives, notamment japonaises. Il y a beaucoup de marques qui ralentissent un peu sur l'électrique en disant oui, on voulait faire dans le tout électrique, oui, mais bon, finalement, on peut changer notre fusil d'épaule. Alors ça fait un moment que ça couvre, mais on a Toyota et Honda dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils pèsent lourd sur le marché de l'automobile, qui mettent un coup de frein monstrueux à l'électrique. Ils vont garder des moteurs hybrides, bien sûr. Les modèles hybrides, d'ailleurs, sont actuellement ce qui se vend le plus. On ne peut pas vendre une bagnole si on n'a pas un modèle hybride. Mais c'est très différent. Les voitures 100% électriques à batterie, ça, c'est, à mon avis, pas bientôt fini, mais ça va prendre un gros coup de frein. Dans les marques généralistes, bon, tout le monde freine un peu, notamment Honda et Toyota qui ont, eux, carrément dit nous, c'est fini, on arrête les investissements là-dedans. Et dans le luxe et la sportivité, on a Porsche qui s'acharnait plus ou moins sur l'électrique, perd un fric monstre avec ça, qui est en train petit à petit de dire oui, non, mais on voulait faire ça tout électrique, mais on va garder des moteurs essence, des bons moteurs que tout le monde aime, avec bien des sensations et tout. Et on a Lamborghini qui allait dire ah oui, mais nous ça y est, on va faire notre SUV en tout électrique. Ils disent oui, non, finalement non. Allez, tout ça c'est fini, l'électrique c'est pas pour nous. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment significatif? Parce que c'est pas comme si on avait plus de pétrole, bien au contraire. Hein. L'Amérique vient de repasser premier producteur depuis qu'ils exploitent le pétrole de schiste. Mais sinon, c'était toujours Russie, Venezuela, Canada les premiers. D'ailleurs, ici au Canada, il y a énormément de pétrole, des réserves monstres, mais c'est tout du pétrole qui est dans le sable, donc ça demande du traitement, des machins. C'est assez compliqué malgré tout. Ça marche très fort. Et plus on en cherche, plus on en trouve, si on peut dire, parce que maintenant, entre les forages horizontaux, entre les moyens de détection, on est loin de manquer de pétrole. En plus de tout ça, une voiture électrique, si on la possède vraiment, si on l'a achetée, ça se revend très très mal. Hein. Les gars qui ont des Tesla qui
qui sont pas en leasing, ils transpirent énormément, hein. C'est très compliqué. C'est-à-dire une voiture que tu as payée relativement cher et qui, au bout de quelques années, a perdu minimum 30% d'autonomie, va, va revendre ça. Surtout que franchement, j'ai fait des kilomètres dans une Tesla, en plus une super haut de gamme. À l'arrière, je me sentais comme quand j'avais 8 ans et que j'avais envie de vomir en bagnole avec les parents. Je sais pas comment ça marche, mais c'est super désagréable niveau sensation. Euh, Par contre, niveau performance, il faut bien dire que les bagnoles électriques sont très bonnes. Voilà. Parce qu'on a énormément de couples, des accélérations monstres. Et d'ailleurs, pour parler de Tesla, parce que bon, ici en Amérique du Nord, c'est quand même le principal de ce qu'il y a. Il y a le fameux modèle ultra performant du modèle S. C'est une voiture qui vaut 250 000 dollars, peut-être 300 000 dollars. Alors la finition est un peu pourrie, comme toutes les Tesla. Il y a cette merde de gros iPad au milieu qui gère tout. Il y a pas de bouton, de trucs. Bon, perso, je suis pas fan du tout. Mais pour 300 000 dollars, vous avez même plus des performances de supercar, vous avez des performances d'hypercar. Les performances sont comparables à des bagnoles à plusieurs millions d'euros, quoi. Donc, voilà. S'il y a un point positif pour les bagnoles électriques, c'est concrètement la performance. Le froid aussi est un problème. Le froid est un gros problème parce que ça limite l'autonomie des batteries. Alors ici en Colombie-Britannique, c'est le coin chaud entre guillemets du Canada, il neige. Enfin, en tout cas, dans les environs de Vancouver, il neige quasiment jamais. Quoi. Voilà, il neige quasiment pas. Donc ça va encore, mais dans le reste du pays où pendant plusieurs mois, minimum 4 mois, il fait froid, ah ben là on a l'autonomie qui fond comme neige au soleil. C'est normal. Hein. Autre chose aussi, c'est le poids, parce que les batteries pèsent très très lourd. Et plus les batteries pèsent lourd, plus on a des soucis de freinage, de consommation de pneus, et tout ça. C'est pour ça que Michelin et les grandes marques de pneus maintenant font des pneumatiques spécialement étudiées pour les véhicules électriques. Enfin, c'est un casse-tête, quoi. On disait que les voitures électriques peuvent être très performantes. Alors, une voiture qui m'amuse beaucoup, c'est la McMurtry. Le cas de McMurtry, c'est très spécial. C'est une bagnole, vous avez dû la voir. Elle est assez petite, elle est très très légère. Elle fait 1 millier de chevaux, ce qui est pas monstrueux pour une entre guillemets supercar. Et il y a eu des images folles de cette bagnole qui doublait dans des virages des voitures de piste très performantes. Par exemple, je sais pas, des GT3 RS ou des trucs comme ça. Une 911 GT3 RS, même si c'est pas réellement une voiture de course, c'est une voiture de piste très très performante. Laissée sur place dans les virages par une McMurtry parce que ils ont tellement recherché l'effet de sol qu'ils se sont dit bon ben on va mettre des gros ventilateurs qui aspirent l'air sous la bagnole. Et ça aspire tellement que ils y produisent 2 tonnes d'effet de sol pour une voiture qui pèse péniblement 1 tonne. Ça fait qu'il y a eu des images de la voiture mise à l'envers et qui tenait. Donc effectivement, avec des trucs comme ça, les mecs passent dans les virages à de telles vitesses que c'est imbattable. Bien sûr, c'est pas utilisable au quotidien. Je sais même pas si on peut vraiment acheter cette bagnole, hein, même avec énormément de sous. Je crois qu'ils en ont fait une quarantaine. C'est plus un jouet technologique pour établir des records et des trucs comme ça, et c'est à peu près tout. Et puis, utiliser ça en ville, par exemple, avec les 2 ventilateurs en dessous, ben, ça aspirerait les plaques d'égout sous la bagnole, et c'est à peu près tout ce que ça ferait. Donc, ça casserait tout. Puisqu'on est dans les batteries, on peut dire qu'il y a tellement d'investissements là-dedans qu'on arrive à des bagnoles qui maintenant ont plus de 2000 km d'autonomie quand elles sont neuves. Ça doit baisser
d'une manière un peu significative. Mais même si, on va dire quelques années après, on a une voiture qui fait quand même 1400-1500 bornes, ça reste très très bon, hein. Donc, les investissements vont finir par payer et il y aura des gens qui se tourneront plus volontiers sur la voiture électrique. Là où vous faites Marseille-Paris en respectant les limitations en 8-9 heures, avec une électrique que vous devez recharger, on en a plus pour 15 heures. Et bien sûr, l'été ou dans les périodes d'affluence, on a des gros soucis. Parce qu'on doit non seulement attendre avec sa bagnole en train de charger, mais on doit attendre que les autres aient fini de charger avant. Il y a des gars qui sont restés coincés 24 heures. Les différents types de voitures électriques, c'est facile à reconnaître, c'est ce qui est écrit en général à l'arrière des voitures. On commence par les véhicules hybrides, HEV, Hybrid Electric Vehicle. Alors là, c'est comme les Prius, par exemple. Alors ça marche très bien. Maintenant, Toyota, bien sûr, qui est l'inventeur du concept, eux, c'est les rois de l'hybride. Et même Honda et d'autres maîtrisent ça parfaitement bien. Ça marche très bien et d'ailleurs, ça se vend ultra bien. Ok. Le deuxième truc, c'est PHEV, PHEV, qui veut dire Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Là, c'est un hybride comme une Prius, mais qu'on peut brancher. Alors, ça peut être un choix intelligent si on réfléchit. Le gars qui se dit, bon, pour mon boulot tous les jours, je fais 40 bornes aller-retour. Je prends un modèle que je peux brancher chez moi, qui me propose 45-50 bornes d'autonomie en tout électrique, donc sans toucher au moteur à explosion. Et ben là, ça peut être bien, parce que on ne consomme quasiment rien, juste un peu d'électricité par recharger, et au cas où il y a des embouteillages, au cas où on doit rouler plus, eh ben c'est pas un souci, il y a l'hybride classique qui se met en marche. Ok, donc ça peut être un bon truc. Après, bien sûr, il y a les Battery Electric Vehicle, BEV, bon ben ça c'est ceux qui ont juste une batterie, les Tesla, les machins comme ça, il y a de plus en plus d'ailleurs de bonnes bagnoles comme ça, hein, des 4x4, des trucks, des petites voitures économiques et tout. Bon, ça c'est du classique. Et là, on peut avoir un seul problème, c'est le rechargement. Toujours pareil, on arrive à une question de gros sous. Le gars qui a une villa ou dans son garage, il a fait installer ce qui va bien, hop, il peut recharger comme il veut. Le gars qui habite en ville et qui gare sa voiture dehors, alors là, ça devient la galère. Quand je promenais mon chien dans le centre-ville, il y a encore pas si longtemps, je voyais les gars qui sortaient à minuit, qui prenaient leur bagnole, qui faisaient toutes les stations de chargement du coin pour essayer d'en trouver une où il y a une place libre. Enfin bon, là, on se fait une vie de merde. Donc en gros, si on a une voiture comme ça, ou on a les moyens de le recharger chez soi, ou c'est la merde. Voilà. Ensuite, le dernier truc, et ça peut être quelque chose d'avenir. C'est les Extended Range Electric Vehicles, c'est-à-dire EREV. Alors là, c'est une voiture électrique à batterie normale avec un petit truc en plus. C'est un moteur à essence, un petit moteur ou un moteur genre de tondeuse à gazon amélioré, pas très puissant, mais qui est optimisé pour recharger la batterie, ou alors un moteur à essence classique de maximum 1,5 litre, c'est-à-dire qu'il consomme vraiment pas grand-chose et qui est vraiment là pour donner plus de vie à la batterie. Alors c'est géré bien évidemment par des calculateurs qui trouvent que ok, on va recharger maintenant et puis ceci et puis cela, enfin c'est relativement compliqué, mais ça c'est un bon truc et ça peut donner des, en tout cas sur le papier, ça donne des autonomies records. Il y a certaines marques qui vont jusqu'à 4000 km d'autonomie. Mais bon, en restant raisonnable, disons, on consomme quelques litres au 100, c'est-à-dire maximum 3 litres au 100, et on a 2000 km d'autonomie, c'est déjà vraiment très bien. Revenons un petit peu en arrière et parlons de Nikola Tesla, le scientifique américain d'origine serbe qui avait trouvé un moyen de prendre l'électricité carrément depuis la Terre ou l'atmosphère. C'était une forme d'électricité tellurique ou cosmique
Donc gratuite, ce qui faisait pas les affaires de certains, comme vous vous en doutez. Et lui, dans les années 20, je crois, ou tout début des années 30, il a fait rouler une bagnole sans rien mettre dedans, et elle a tourné pendant des jours d'affilée. Elle a fait des centaines et des centaines de bornes sans rien. Et c'était une bagnole de l'époque, avec son fameux système pour capter l'électricité, le transmettre et en avant. Bon, alors ça serait à peu près génial. Mais c'était un peu tôt, et ça contrariait des gens puissants, ce qui est jamais une bonne idée, hein. Donc voilà, tout ça est tombé dans l'oubli, hélas. Les alternatives à l'électrique, en fait, il n'y a pas grand-chose à part les bagnoles à essence. Ce qui est un peu important, et pas mal de pays et de marques ont misé là-dessus, c'est l'hydrogène. Mais l'hydrogène, c'est pas bien au point parce qu'il y a des questions de température. Si ça chauffe, ben, ça peut pas marcher, il faut que ça reste froid. Du coup, il y a des problèmes de stockage assez importants. Ça finit par être des bagnoles lourdes. Enfin bon, tout ça, donc bon, pas terrible. Après, il y a tous les trucs un peu rigolos comme l'air comprimé, ce genre de choses. Et bon, alors ça, une fois de plus, je crois que c'est une invention française. Ça a été inventé à deux, trois endroits, mais le principal truc était français. Ça a été racheté par Tata, le constructeur indien, qui a gardé ça dans ses dossiers, bien sûr, pour le ressortir le jour où il n'y a plus de pétrole ou quoi que ce soit. Les voitures électriques ont tendance à être relativement fiables. Pas toutes, évidemment. Il y a eu certaines voitures japonaises qui ont eu des graves problèmes. Il y a eu les Coréens aussi, je ne sais plus si c'est Hyundai ou Kia. Ah, ils ont dû en rappeler je ne sais pas combien de centaines de milliers. Il y a eu Ford avec son F-150 électrique. Alors maintenant, il a été fiabilisé, mais à une époque, c'était la catastrophe. Bon, voilà. Mais la fiabilité viendrait du fait que le moteur électrique est plus simple. Enfin, plus simple. On va dire la voiture elle-même, dans ce qui lui permet de fonctionner, il y a beaucoup moins de pièces mobiles. Une voiture électrique n'a pas de boîte de vitesse, par exemple. Et là où il y a 10 000 pièces mobiles dans une voiture classique, il y en a moins de la moitié dans une voiture électrique. Bon, voilà, ça, effectivement, ça donne où ça peut donner, en tout cas, ça devrait donner une fiabilité plus intéressante. Alors, électrique ou pas, ce qu'on veut, c'est des bagnoles qui marchent, qui soient fiables et qui ressemblent à quelque chose. Voilà, des bagnoles comme ça ou comme ça. Des bagnoles, que ça soit dans le luxe, que ça soit dans le 4x4, que ça soit, enfin, je sais pas, des bagnoles qui ont de la gueule, pas des merdes antiviriles, voire même clownesques. Voilà, c'est tout pour les bagnoles électriques, de mon point de vue. Si vous avez des choses à rajouter ou à critiquer ou quoi que ce soit, laissez un petit commentaire, n'hésitez pas.